Eh bien voilà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis vraiment très contente de vous retrouver ce soir pour notre petit rendez-vous du jeudi 20h. Donc qui se passe sur YouTube parce que là j'ai jamais de coupure, pardon. Donc on est parti sur un thème ce soir dédié à l'euthanasie, à la mort et à la réincarnation. J'aborderai donc autant ce qui se passe au niveau des humains que ce qui se passe au niveau des animaux. Parce que j'ai été confrontée plusieurs fois à la mort, je vais dire, ça c'est sur ma personne, mais aussi de proches, et surtout en communication animale au niveau des animaux. Donc voilà le sujet. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-France Pierre, j'habite à Liège en Belgique. Donc dans cette ville qui est très très connue pour ses musées, pour sa joie de vivre, pour ses restaurants, pour ses théâtres. On disait aussi que Liège était un petit Paris à une époque. Voilà. Ah, voilà Tommy qui nous rejoint, c'est bien mon cher Tommy. Donc voilà, à part ça, disons, j'écris, je suis formatrice depuis 1994. Je suis donc dans le domaine du bien-être, aromathérapie, massage, Dian Shan, yoga, Qigong. Donc j'ai exploré, je vais dire, sur plusieurs décennies de nombreuses pratiques, de nombreuses techniques, dont la communication animale, qui m'apporte énormément de joie, mais surtout d'informations. Donc les animaux, quelque part, ils viennent vous donner des messages et grâce à ces messages, ben, vous pouvez poser la réflexion beaucoup plus loin, ce que j'ai fait justement donc dimanche. Alors, le premier sujet, ben, c'est l'euthanasie. Donc l'euthanasie, si un humain la demande parce qu'il est en souffrance, mais quelque part c'est son choix. Donc on peut considérer à un moment donné qu'on veut en finir avec la vie, mais c'est pas pour ça que c'est le bon moment. Donc on va voir que dans l'euthanasie humaine, il y a vraiment un cas extrême qui est cette souffrance intolérable. Et là, c'est quelque part, je vais dire, un peu normal de permettre à son corps de ne pas passer par là. Mais il y a aussi, je vais dire, des personnes qui ont un genre de désespoir moral, qui ne sont pas vraiment en souffrance physique et qui considèrent alors que la mort, donc cette euthanasie, demander l'euthanasie, donc c'est très courant en Suisse. En Suisse, vous allez vous demander pour vous faire euthanasier, ben, il y a des hôpitaux, des cliniques donc, qui font ça régulièrement. Donc là, personnellement, ayant cette chance, je vais dire, de pouvoir être en communication avec les autres plans, c'est un suicide. Donc quelqu'un qui a vraiment une souffrance morale et qui souhaite mettre fin à cette souffrance morale, qui va demander l'euthanasie, ou c'est autorisé donc dans certains pays, ben, quelque part, au niveau du cycle de vie de cette personne, elle va l'interrompre d'elle-même. C'est un petit peu comme si elle se suicidait. Donc dernièrement, j'ai une amie qui m'a rendu visite et qui m'explique que justement sa maman lui a demandé de se faire euthanasier et elle a fait cette demande directement au médecin. Et donc elle annonce à ma copine, voilà, j'ai fait la demande au médecin de m'euthanasier. Et quelques temps après, je dirais quelques heures après, ma copine a eu un message d'un enfant qu'elle a perdu. Donc elle a perdu un enfant. Et cet enfant est revenu pour dire, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça, ce n'est pas son heure. Il est dans un moment de grand désespoir parce que elle est dans un moment de grand désespoir parce qu'elle a perdu le papa, donc le père est mort, donc la mère se sent pas bien, je vais dire, avec ça. Et l'enfant donc qui est mort et qui vient donc envoyer un message à mon ami lui dit ta maman ne peut pas faire ça.
parce que les personnes qui se font euthanasier, justement, interrompent un cycle qui n'était pas terminé. Donc, elle est en discussion avec son enfant décédé qui lui dit tout ça, et puis elle va trouver sa mère, et elle lui dit, tu sais maman, c'est pas la meilleure solution, tu as encore beaucoup de choses à faire sur cette terre, tu n'es pas malade. Et c'est ainsi que, grâce à cette conversation de cœur à cœur et d'âme à âme, la maman a vraiment compris qu'en fait, c'était un geste comme un suicide. Je ne sais plus vivre sans mon mari. J'étais toute ma vie avec lui, j'étais heureuse avec lui, et cette solitude, je ne pense pas pouvoir l'affronter, donc je vais aller le rejoindre. Eh bien non. Dans ce cas-là, je pense que c'est non. Donc ça s'adresse aussi ici, euthanasie, à tous les suicidés, futurs suicidés, qui quelque part vont avoir dans l'après-vie, donc juste après la mort, vont être bloqués. Donc ils vont être bloqués. En Inde, on dit au Tibet, on doit normalement aller dans le bardo, donc c'est un endroit où quelque part on va pouvoir se régénérer, se reconstituer, un petit peu réfléchir à la future incarnation. Bien sûr, il faut croire à la réincarnation, moi j'y crois. Donc c'est pour ça que je vous en parle, puisque le monde des esprits, le monde des dieux, le monde des déesses, le monde des anges, le monde donc, de tous ces mondes parallèles, bah, on en parle sur toute la planète, donc il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, voilà. Donc, si jamais vous avez cette envie de vous suicider, dites-vous bien que vous n'allez pas mettre fin à vos problèmes. Au contraire, vous allez justement rester bloqué dans ce problème, et ça va être très embêtant pour la suite. Donc, c'est une échappatoire qui est totalement leurre. Je pense qu'il existe énormément de psychologues, de thérapeutes, d'énergéticiens qui peuvent réellement vous aider si vous êtes dans une période de grand vide. Voilà, je vous le dis parce que j'ai eu l'occasion moi-même de traiter différentes personnes qui avaient cette envie-là, et puis finalement, voilà, c'est parti. Alors, je prends juste une minute pour voir ce que vous m'écrivez. On a euthanasié ma petite fille, très autotonie à cause d'une malformation cardiaque qui ne permettait pas de vivre longtemps. Ça a sauvé la vie des parents des hôpitaux. La vie des parents des hôpitaux. On a euthanasié ma petite fille, enterrée aujourd'hui à cause d'une malformation qui ne lui permettait pas de vivre. Voilà. Donc, j'ai donc ici Sabine qui me dit qu'on a euthanasié sa petite fille. Je suis vraiment désolée pour toi, Sabine. Donc là, ça fait partie des cas extrêmes, si tu veux, où il y a aussi des missions de vie, donc des petits êtres qui vont venir s'incarner, soit pour reconstruire une partie de leur âme et puis partir, soit pour permettre aux parents de vivre une expérience. Si douloureuse soit-elle, peut-être il y a derrière quelque chose à comprendre. Donc je vais dire que dans les cas extrêmes, l'euthanasie peut aider. Et bien souvent, c'est dans ces cas extrêmes, bien sûr, qu'on va la demander, mais comme je dis, certaines personnes, souvent dans les personnes âgées, lors de la mort du conjoint, donc c'était le cas de mon ami ici, quand sa maman est morte, ben voilà, quand le papa est... Oui, qu'est-ce qui est mort? C'est le papa qui est mort et c'est la maman qui est restée, parce que j'ai quand même beaucoup d'histoires en tête, donc ben voilà, c'était compliqué. Donc, c'était compliqué, mais quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, mon ami a vraiment reçu ce message de ce petit être. Donc, Sabine, toi aussi, si un jour tu as l'occasion, ben, on peut communiquer, je vais dire, aussi bien avec les bébés qui sont décédés qu'avec les enfants. Et souvent, le fait d'avoir un message donc de l'au-delà, si tu veux, mais ça va très fort te faire du bien dans ton cœur. Parce que des fois, quand on doit prendre le choix d'euthanasier, je vais dire, un bébé, bah forcément, un sentiment de culpabilité, si minime soit-il, peut être présent. Et cette présence de sentiment de culpabilité va faire qu'on peut ne pas être bien.
Donc merci, pour ton partage Sabine, même s'il est, très douloureux, franchement, je compatis. Je compatis car, voilà, moi j'ai perdu 2 enfants, donc je sais ce que c'est. Donc j'ai dû faire moi-même, euthanasie pour aussi, grave problème, bon voilà. Donc je peux me mettre à ta place et comprendre ta souffrance et surtout ton courage, déjà d'en parler. Donc voilà, l'euthanasie, on en revient, c'est vraiment en cas extrême qu'on va pouvoir l'utiliser. Éviter de l'utiliser pour se suicider parce que quelque part, de l'autre côté, vous aurez des problèmes et il va falloir toujours alors, trouver une solution. Sinon, ça reste très longtemps bloqué, ça peut être des années, des dizaines d'années, même beaucoup plus. Voilà. Alors, en ce qui concerne, l'euthanasie chez les animaux, ça je vais faire, un parallèle. Bien souvent, là, je vais parler d'atrocité parce que bien que les majorités, je ne vais pas dire tous, mais la majorité des vétérinaires vivent de l'euthanasie, c'est très, très, perturbant pour un animal de se voir assassiné. Pour moi, là, on va parler d'assassinat. C'est pas un suicide, là, il n'a rien demandé. C'est un assassinat quand l'animal n'a rien. Donc des fois, des gens se débarrassent de leur animal parce qu'il aboie trop, parce que finalement, on déménage, on ne le prend pas avec, ou alors il commence à souffrir parce qu'il devient plus vieux, donc il commence à marcher peut-être un peu difficilement, ou peut-être il commence à faire ses besoins à la maison. Eh bien, beaucoup se disent, oh mais non, il devient trop vieux et on va le porter à l'euthanasie. Donc là, je vous assure que c'est pour moi un crime, c'est cruel d'aller assassiner soi-disant un chien ou un chat ou un cheval que vous aimez, alors que la logique voudrait que cet animal vive son cycle entier et que vous l'avez accompagné quand il était jeune, quand il était en forme, c'est-à-dire quand il pouvait vous donner le meilleur de lui-même. Puis au moment où il commence à se dégrader puisqu'il vieillit, ben, fini, il sert plus à rien comme avant et vous le faites euthanasier. Donc là, je suis vraiment très peinée parce que je fais énormément de communication animale et souvent, c'est souvent moi, pour des animaux qui vont mourir en général, c'est toujours à ce moment-là que, voilà. À un moment donné, j'attirais pour les animaux perdus, les chats perdus. Et puis, il y a des périodes comme ça, je veux dire, c'est quasi toujours pour l'instant des animaux qui sont faits de vie. Eh bien, dites-vous bien que ce soit un chien, un chat, un cheval, quand vous faites une communication animale et vous lui demandez s'il est OK pour l'euthanasie, la réponse est non. Les seuls qui m'ont dit oui, c'est ceux qui étaient dans une extrême souffrance, c'est-à-dire que la souffrance était intolérable. Et là, j'ai eu un merci d'avoir fait. Donc, c'est arrivé à un de mes chiens qui avait eu un accident de voiture. C'est-à-dire que j'étais au feu vert, au passage à piétons, j'avais le chien derrière moi et la voiture n'a pas vu que j'avais le chien derrière moi. Elle est passée derrière moi, elle a emporté mon chien. C'était le plus laid jour de ma vie parce que j'ai dû courir après la voiture pour qu'il s'arrête. Et puis le chien hurlait, tout le monde était aux fenêtres, vous ne pouvez pas imaginer ce cri, je ne l'oublierai jamais. Et j'ai dû aller à plat ventre décrocher le chien qui était bloqué tout en dessous, trouver un vétérinaire. C'était, enfin, je vous passe l'histoire, mais au diagnostic, il avait le bassin qui était remonté sur la colonne, il avait 15 ans, et le vétérinaire voulait me proposer une opération. Et puis, il me dit: «Il faut réfléchir parce qu'il faut voir ce qui va se passer dans les heures qui suivent». Et en fait, c'est la personne, le taxi, en fait, qui me conduisait à l'époque, c'est il y a quelques années d'ici, il y a 7 ans exactement, qui me dit: «Mais Marie-France, il a 15 ans, il y a une chance sur 2 qu'il reste dans l'opération et après l'opération, qu'est-ce que ça va donner? Il va souffrir pendant X temps, il va devoir être immobilisé». Et à ce moment-là, parce que quand on est vraiment dans un grand trauma, c'est difficile quand on est dans l'émotionnel de choisir.
ce qu'il faut faire et pas faire, c'est-à-dire rentrer en communication avec lui. Et là, je me suis posée, je suis rentrée en communication et en fait, il m'a remerciée, il m'a dit: «Non, il faut ce n'est pas possible, ça n'ira pas par après, ça sert à rien de me faire souffrir comme ça». Donc moi directement dans les heures qui ont suivi, je suis allée à la clinique vétérinaire rechercher, enfin pas chercher mon chien, mais je lui dire: «Écoutez, ça va pas». Et en plus, vous vouliez me faire venir à 20 heures et laisser cet animal comme ça, c'est honteux. Donc enfin bref, je passe des détails, mais je pense qu'il y a beaucoup d'abus aussi, de ce côté-là. Donc voilà, quand un animal est dans une extrême souffrance, quelque part, c'est un peu comme un humain. Si l'humain marque son accord, c'est que c'est vraiment ce qu'il veut. Un animal, il faut le lui demander. Et si l'animal dit non, oui, je souffre, mais je dois encore vivre. Pourquoi? Parce que bien souvent, il y a quelque chose à régler avec l'humain. Donc j'ai eu un petit lapin derrière moi à traiter, enfin en communication animale. C'était pareil, le maître voulait, c'était en fait le petit lapin de son enfant. Et le papa voulait euthanasier le lapin et le petit garçon, il pleurait beaucoup et en fait, le lapin disait: «Oui, je souffre, mais tu ne dois pas il ne faut pas m'euthanasier maintenant parce que le petit garçon n'est pas prêt. Il faut encore parler au petit garçon parce qu'il m'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et moi je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais si vous m'euthanasiez maintenant, le petit enfant va être traumatisé». Donc il faut attendre un peu parce que moi je peux attendre et je préfère attendre pour être en paix avec moi-même et le petit garçon, ce qui est son meilleur ami, que de partir comme ça et le laisser en plan. Donc le papa a accepté, d'attendre et puis il a fallu préparer un peu bien ce petit garçon en lui disant: «Voilà» et sentir que le petit garçon était prêt et je vais dire que quand le petit garçon était prêt, eh bien, c'est bizarre à dire, mais le lapin, il y a pas eu besoin de l'euthanasie, il est mort tout seul. Donc il est mort tout seul et voilà, c'était le moment pour le petit garçon, c'était le moment pour le petit lapin et je trouve ça extraordinaire que ce papa m'ait écoutée parce que des fois, il y en a qui s'en foutent, qui ne font jamais appel à des gens qui font la communication animale et ils se débarrassent vite du problème, hein. Ça, croyez-moi, il y en a beaucoup, beaucoup. Alors, je vais prendre 2 minutes parce que je vois que vous êtes encore à m'écrire pour voir. Voilà, comme tu dis, Sabine, ben voilà, merci à l'euthanasie de pouvoir l'utiliser à bon escient. Mais dis-toi que pour les animaux, c'est malheureusement bien souvent un mauvais escient. Donc, un autre cas, hein, c'est pas un autre cas, il y a vraiment 2 cas, bien différents. Donc l'animal qui est vraiment dans une extrême souffrance et qui donne son accord et puis il y a les autres animaux, je vais dire et ça malheureusement c'est la majorité, qui sont euthanasiés alors que c'est pas leur heure et là, à force de faire ces communications avec les humains et les humaines de ces animaux, je me suis aperçue qu'ils avaient tous un point commun. Ce sont des personnes qui ne veulent pas être confrontées à la souffrance. Donc c'est pas la souffrance de l'animal, c'est leur propre souffrance en fait. Gérer la souffrance pour elles, c'est un handicap. Donc tant que l'animal, quelque part, fait office de petite poupée, fait office de petit doudou, c'est OK. Mais s'il va falloir commencer à torcher l'animal ou à attendre, vivre le temps avec lui de sa mort, qui s'éteigne, à son rythme, mais ça les intéresse pas en fait. C'est vite, on l'euthanasie et on prend le suivant. Donc ça, honnêtement, c'est ce que j'ai souvent rencontré, des personnes qui pensent qu'un animal, bah, une fois qu'il devient trop vieux, bah, c'est mieux de l'euthanasier, c'est mieux pour lui. Non, c'est se mentir à soi-même, c'est pas mieux pour lui. Demandez à l'animal ce qu'il en pense et bien souvent, toute une partie des animaux mourront d'eux-mêmes sans vous causer de problème. Donc à nouveau, que ce soit pour les humains ou que ce soit, pour les animaux, je pense que quand on est dans un cas d'extrême souffrance, l'humain marque son accord, l'animal marque son accord, OK pour l'euthanasie. Mais quand l'animal ne marque pas son accord, pour moi, c'est un crime, en fait.
de tuer quelqu'un. C'est comme si maintenant nos parents, ils deviennent trop âgés, ben, on dirait qu'ils n'ont pas de mutuelle, qu'ils n'ont rien, qu'on devrait les reprendre chez nous. Ah ben non, finalement, on va les euthanasier parce qu'avoir nos vieux parents chez nous, on doit les soulever, on doit faire les pipi caca, on doit leur donner à manger. Ah ben non, alors c'est pareil, hein, on est d'accord, mais on en est là en fait, on en est là. Donc nous, quelque part, on a délégué ça aux maisons de repos. Bah, les animaux, en fait, comme il n'y a pas de maison de repos pour eux, bah, paf, on les euthanasie. Donc voilà, c'est ici la voix du peuple animal que je prête. Je prête vraiment ma voix pour que le peuple animal se fasse entendre, se dire que acceptez que nous vieillissons à vos côtés. Et il y a pas mal de gens qui acceptent d'accompagner leurs animaux jusque la fin. Et ça, je dis merci, je dis bravo. Et à tous ceux qui n'ont pas encore cette conscience-là, ben, apprenez la charité, la compassion et le véritable amour, parce que le véritable amour, quand il y a un problème, ben, on est là. On est là pour l'autre. Voilà. Alors, par rapport à la mort et à la réincarnation, j'ai eu l'occasion dimanche, lorsque je donnais le cours de communication animale, de, de faire des communications de mon côté sur des animaux décédés. Parce que pendant que les stagiaires faisaient les communications, je vais dire, sur les animaux vivants, eh bien, je me suis amusée un petit peu, pas amusée, je vais dire, mais j'aime investir mon temps à des choses productives et positives. Et je me suis dit, je vais aller voir comment vont mes petits amis dans l'au-delà. Parce que j'aime bien un petit peu m'assurer que tout continue à bien aller. Pourquoi? Parce que quand un animal meurt et qu'il a eu un certain type de maladie, plus sa maladie a été grave, plus il va rester dans ce temps de bardo. Je ne sais pas si ça s'appelle bardo pour les animaux. Donc ce temps-là où ils vont être régénérés, où il va se passer quelque chose qui va faire qu'ils vont être prêts, après un certain laps de temps, à se réincarner. Donc, ceux qui étaient toujours, je vais dire, on va dire le bardo, c'est plus simple, comme les Tibétains, les Indiens. Donc, ceux qui étaient là, là, et que je n'avais pas plus été voir, parce que par manque de temps, je dois encore faire plus, je veux dire, les animaux qu'on me demande qui ne sont pas encore morts. Donc, je me dis, je vais aller jeter un petit coup d'œil où ils en sont, mes petits amis. Et j'en ai eu deux, donc un qui est mort il y a X mois d'ici, et je n'avais pas été le voir depuis, ni les autres d'ailleurs. Et celui-là, je lui demande comment il va, et puis il m'a surpris celui-là. Les autres, c'était classique, mais celui-là, il m'a surpris. Alors je lui dis comme ça, comment ça va? Ah, qui me dit, moi ça va très très bien. Si tu imagines, je suis vraiment heureux. Ah bon? Je dis, pourquoi est-ce que tu es heureux? Ah ben je suis déjà réincarné, hein, qui me dit comme ça, pff, je suis déjà réincarné. Ah ben je suis contente, je dis, ça se passe bien. Ah ben oui, qui fait, maintenant, je suis réincarné en chat. Ah bon? Je fais: «Comment ça tu réincarné en chat?» «Oui, oui, oui. Tu comprends bien que moi j'étais un chien et j'étais toujours en laisse. Donc moi, qu'on me sorte toujours en laisse, dans pour me promener sur les trottoirs, dans le jardin, c'est clôturé, pas question, hein. Les chats, eux, ils peuvent sauter au-delà des barrières. D'ailleurs, ils vont en dessous et puis ils vont se promener dans la forêt, ils vont trouver des copains. Moi pas, toujours en laisse ou dans un enclos comme ça. Alors il me dit, tu vois, maintenant, bah, je suis un chat et je suis très, très, très content. Et en fait, ce chien, il s'est réincarné dans un petit chat arlequin qui est femelle, qui a 3 mois. Il est en attente d'adoption. Bon, je n'ai pas demandé où, simplement je voulais être sûre qu'il allait bien. Et puis, les plus anciens qui sont morts, non pas les plus anciens, lui c'est un plus ancien, et ceux qui sont morts plus récemment, eux, ils étaient toujours donc dans cette phase de bardo où ils sont en train d'être régénérés. Donc là, un d'eux m'a dit, écoute, je ne peux pas parler longtemps avec toi parce que je suis toujours fatiguée. Souviens-toi de quoi je suis mort, comment je suis mort. Donc, bah, écoute, il faut que tu attendes un petit peu parce que là, je suis fatiguée et c'est difficile de communiquer. Donc, je lui dis oui, lui, c'était assez lourd, c'est une mort assez récente. J'ai complètement oublié que lui, il n'y a pas si longtemps qu'il était mort, que j'en ai fait plusieurs comme ça. Donc, voilà. Donc, là, c'est pour attirer votre attention
que chez les animaux, le processus de réincarnation va permettre de changer de groupe, en fait. Moi, j'appelle ça des groupes âmes. Donc, il y a le groupe âme des chats, le groupe âme des chiens, le groupe âme des oiseaux, le groupe âme des ours, le groupe âme des renards. Donc, j'ai comme ça un petit peu visité différents groupes âmes. Mais je ne savais pas qu'ils pouvaient changer. Eh ben oui, parce que quand il m'a donné cette information, le chien là, eh bien, je suis allée voir exactement ce qui se passait pour bien comprendre, parce qu'il n'y en a jamais aucun qui m'avait dit ça. Mais j'y étais au courant parce qu'une de mes amies qui est médium comme moi m'avait dit ton petit canari, il est dans une noix. Et dans une noix? Ah ouais, 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 dans une noix. Après, c'est vrai, j'ai vu loin, ouais. Bon, là, je me dis pourquoi pas. J'avais pas creusé d'aller voir quel processus permettait, je vais dire, de changer de groupe comme ça. Et là, je peux vous dire avec certitude qu'ils peuvent changer de groupe. Alors, les humains, eux, ben, quand ils vont mourir, quel que soit l'âge, que ce soit même au stade fœtal, les humains, eux, si tout se passe bien, ils montent à un autre endroit que les animaux. Les animaux et les humains ne sont pas sur le même plan. Donc, c'est pas au même endroit, mais il y a également cette phase de génération, de régénération. Donc, une fois qu'ils atteignent le bardo, puisque le bardo est quand même le terme qui a été désigné pour les humains, eh bien, à ce moment-là, ils vont se régénérer. Seulement, s'ils sont suicidés, s'ils ont des morts violentes, par exemple, mort par accident, donc une voiture vous écrase, ou il y a un tremblement de terre, vous êtes complètement mort sous les débris, il y a une explosion. Donc les morts brutales, en fait, traumatisent les âmes et souvent, elles restent bloquées. C'est-à-dire que le bus qui vient les chercher toutes les heures, eh ben, ils vont louper ce bus. Le bus, il est censé le prendre ce jour-là, à cette heure-là. Non, il va le rater. Donc là, c'est demander de l'aide, s'il vous plaît, et là, ils pourront alors monter. Donc, ils ne vont pas tout le temps rester bloqués. J'ai déjà fait une vidéo à web où j'ai parlé de quelques petites histoires. Je pense que c'est Main de lumière, je pense, peut-être vous allez regarder, il me semble. Donc là, je vous donne des petits exemples. Donc voilà, donc dans les deux cas, il y a des plans où on est régénéré avant de se réincarner. Alors, les humains, eux, quelque part, ils peuvent choisir. Voilà, on leur propose. Pour ça, il y a de très beaux livres à lire. C'est ceux de Daniel et Meroy Givaudan, Anne Givaudan et Daniel Meroy, qui à l'époque ont écrit des livres là-dessus. Moi, ça a été mes premières lectures de ces plans-là, que je ne connaissais pas avant. Je voyais, mais je ne connaissais pas tout ce phénomène-là. Donc là, c'est vraiment des auteurs que je vous conseille, Anne Givaudan, donc Anne et Meroy Givaudan. Je trouve ça vraiment super bien. Alors, je vois Floriane qui arrive. Bonjour Floriane. Donc voilà, ça c'est des livres qui vont vraiment vous parler de la mort, de la réincarnation, de l'incarnation. C'est très 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 important. Donc, une fois que l'humain va choisir, il va pouvoir descendre. Alors, d'après les Indiens, il y a des informations supplémentaires qui font que, en fonction des actions bénéfiques, positives qu'on a fait sur cette incarnation, ça va influencer le choix de l'incarnation suivante. Moi, j'ai déjà observé que des personnes qui avaient vraiment commis des actes très négatifs pour la planète, pour les humains, en général, ils flottaient. Ils ne pouvaient pas monter plus haut pour aller se faire régénérer et se réincarner. Donc c'est comme, je vais dire, une petite punition. Et j'ai retrouvé ça en lisant des livres sur le Tibet, sur l'Inde, où on dit, voilà, il a tellement commis de méfaits qu'on l'a
au niveau de la réincarnation, fait descendre de plan, il retourne dans le plan animal. Donc, il va devoir subir. Donc, par exemple, je me rappelle l'histoire, c'était des personnes qui, pendant la Deuxième Guerre, avaient vraiment commis des atrocités. Eh bien, quand ils sont morts, ceux-là, qu'ils ont dû se réincarner, eh bien, c'était un chien qu'on attachait 24 heures sur 24. Vous voyez? C'est comme si le fait d'avoir fait subir la souffrance, il devait passer par là. Je ne dis pas que tous les chiens qui sont attachés sont des anciens SS, hein, on est d'accord, hein. Mais je vais dire que d'après les Indiens, là, j'ai pas encore été vérifier certaines choses. Donc, j'ai d'abord fait pour les animaux parce que je m'intéresse beaucoup aux animaux et je passe beaucoup de temps, je veux dire, en communication, surtout avec les décédés. Donc voilà, donc là, on pourrait, nous, en tant qu'humains, soit redescendre de plan, soit vraiment monter, c'est-à-dire avoir une incarnation où il va se passer beaucoup plus de choses et on aura accès à beaucoup plus de choses. Voilà. Donc je pense qu'il y a une différence bien visible, bien réelle, je vais dire, entre les différents plans. Donc c'est pour ça que tout au long de votre incarnation, il est vraiment important d'essayer de faire du travail sur vous pour sortir de la peur, parce que plus vous avez peur, plus ici, les décisions que vous allez prendre, elles seront liées au mental, elles seront liées à la radio, elles seront liées à la télévision, elles seront liées aux journaux. Donc vous n'allez pas ressentir à l'intérieur de vous ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Vous n'allez plus avoir d'esprit critique. Une fois qu'on est dans la peur, on n'a plus d'esprit critique, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à vérifier les choses, on ne cherche pas à se documenter. Voilà, c'est terminé. Une fois qu'on est dans l'esprit critique, on prend un type d'information et on reste branché. C'est comme si notre cerveau était connecté tout le temps à la télé ou tout le temps à la radio, alors qu'il y a une possibilité infinie de se documenter dans différents autres médias et surtout de pouvoir comparer qui dit quoi, qui est qui, pour se faire sa propre idée. Donc voilà, je pense que la majorité de tous les gens qui sont pour le moment dans une certaine situation le sont parce que la peur fait qu'elles n'ont plus d'esprit critique et qu'elles ne vont plus chercher, je vais dire, cette envie de confronter les informations, cette envie de devenir un petit Sherlock Holmes, de découvrir des choses pour après se faire sa propre idée. L'esprit d'analyse, il est fini, on prend acquis tout ce qu'on nous dit. Donc moi, personnellement, je pense que c'est très important parce que si vous faites aucune démarche de savoir qui vous êtes et de ce qui est bon pour vous, mais quelque part, vous n'allez pas évoluer. Et si vous n'évoluez pas, mais c'est toujours d'incarnation en incarnation la même problématique que vous allez rencontrer. Moi, dans une des séances, j'ai eu un jour une dame, et lorsqu'on a fait des régressions, eh bien, cette dame-là, sur la même régression, elle a vécu plusieurs fois des époques différentes où elle était confrontée à la même situation, la peur de la peur de défendre ses droits, la peur de dire non, toujours, voilà, la plier, et ben voilà, c'était de vie en vie, c'était comme ça. Donc, si à un moment donné dans sa vie, elle ne cherche pas à se former pour savoir qui elle est, pour pouvoir augmenter, je vais dire, là, il y a un petit endroit hyper important qui vous relie à l'univers, qui vous relie au cosmos, qui vous relie à votre bonne étoile, qui va vous guider sur le chemin qui est le vôtre pour vraiment rester dans la joie, être dans le métier qui vous convient, avec les gens qui vous conviennent. Ah ben, c'est un travail sur soi. C'est rien d'autre qu'un travail sur soi. Si on ne se remet pas en question, on ne peut pas progresser. Donc voilà, voyez ce que vous avez changé ces 3 dernières années ou ces 2 dernières années qui font que vous êtes plus heureux. Et si vous êtes plus heureux, bah, quelque part, vous avez grandi. Parce que plus on est heureux,
plus on va semer cette joie, ce bonheur autour de soi. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir faire élever le taux vibratoire de la planète. Donc notre planète, pour l'instant, elle est en grande destruction, que ce soit le ciel, le cosmos, que ce soit la Terre. Donc il est temps de réagir. Il faut qu'on change nos habitudes, il faut qu'on se rende compte de ce qui se passe et ne pas laisser faire certaines choses. Donc voilà, il faut apprendre un petit peu à lire et à se documenter pour pouvoir créer une chaîne, un petit peu une chaîne d'amitié comme on a vu avec les inondations, mais surtout peut-être approfondir qu'est-ce qui s'est passé exactement avec ces inondations, quel projet, qu'est-ce qui est derrière en fait ce qui arrive pour le moment pour que nous puissions être prêts à vivre différemment et garder surtout notre liberté. Donc voilà, la réincarnation, je vous en ai parlé, l'euthanasie, je vous en ai parlé. Donc quelque part, il faut éviter de confisquer la mort. Moi, j'appelle ça la mort confisquée pour les animaux qui ne doivent pas partir. Et les animaux ont tellement de choses à nous apprendre, tellement de choses à nous apprendre. Donc, les Tibétains et les Indiens avaient une très grande connaissance de l'après-mort. Donc, si vous avez des ouvrages à lire, ben, moi, je vous invite à lire des ouvrages de ces régions-là où ça a vraiment bien été exploré, défini, et on peut quand même avoir pas mal de vestiges de ce qui reste, notamment les temples. Donc je pense que les Tibétains, donc le Bouddha, qui était donc là la déité, avait fait construire, je pense au Tibet, 6000 temples, et ces 6000 temples formaient une constellation. Donc quelque part, ils connaissaient l'importance des lieux saints, des lieux où il y a une belle énergie, et cette belle énergie est celle qui va élever votre âme. Malheureusement, le Parti communiste chinois ben, les a quasiment tous abattus, vraiment aussi assassinés, donc tous les moines et toutes les moinesses là, qui vivaient dans ces temples. Heureusement, il y en a toujours qui ont pu se sauver, comme le Dalai Lama. Donc je pense que c'est important de se reconnecter au sacré. Si vous voulez comprendre la vie, si vous voulez comprendre la mort, il n'y a rien à faire, c'est par le sacré qui est en vous. Vous n'êtes pas nés pour être des machines à travailler pour un système. Votre temps, c'est votre vie. Donc, quelque part, quand j'ai découvert ça, j'avais tout au début de la vingtaine, hein, ou fin peut-être 18, 19, 20 ans. En fait, dans ces années-là que j'ai découvert ça, je me suis dit, l'esclavage, il est toujours bien présent, mais sous une autre forme. C'est comme si, voilà, l'esclavage, c'est ceci, et voilà, ça c'est l'esclavage d'il y a peut-être 3000 ans, 4000 ans. Eh bien, l'esclavage il y a 1000 ans, bah, c'est ceci. Vous voyez, l'assiette quelque part, c'est toujours la même, mais ce qu'on met dedans, ça a une autre forme, mais c'est toujours l'assiette de l'esclavage. Pourquoi ça? Parce que votre temps, c'est votre vie. Donc, si vous avez une famille, ben, votre temps doit être consacré à votre famille, le père, la mère, s'occuper de ses enfants. Vous voyez qu'avant, c'était l'homme qui était le premier à être esclave, pouf, parti, la femme restait, puis la femme a dû pour subvenir aux besoins. Donc, l'esclavage, il est toujours là. Si on le regarde au niveau du temps, il est toujours là. Vous n'avez pas plus de temps qu'il y a 500 ans, qu'il y a 2000 ans. Vous devez toujours travailler. Ça, c'est pas normal. Ce qui n'est pas normal non plus, et ça j'ai fait un parallèle, c'est que avant le maître, on va dire, qui avait ses esclaves, il devait les habiller forcément, puisque il devait aussi, ils avaient froid, ils étaient malades, il devait les nourrir, il devait les loger. Donc quelque part, il devait assumer ceci. Mais maintenant, on nous fait croire quelque part qu'on est totalement libre parce qu'on a une maison, parce qu'on peut acheter des habits, parce qu'on peut se nourrir par nous-mêmes. Mais non, hein. C'est le même principe. Ton temps, tu n'en disposes pas pour toi. Tu en disposes pour l'autre. Donc, quelque part, quelle que soit la forme de ce qu'on met là-dedans, qu'on mette ça ou qu'on mette ça, ça reste toujours le mot esclavage. Hein.
Ça a pris simplement des formes différentes. Donc si vraiment on va changer le monde, parce que moi je crois qu'on est à une étape charnière de l'humanité, une étape charnière vraiment de notre Terre, il faut vraiment se rendre compte que nos systèmes doivent changer. Il doit y avoir de la nourriture pour tout le monde, il doit y avoir du temps pour sa famille, pour tout le monde, et du travail pour tout le monde, mais modérément. On n'a pas besoin d'être dans cette surproductivité pour avoir 50 000 vêtements. Voilà. Moi, le Covid m'a fait rendre compte que c'est pas possible. J'ai beaucoup de livres, j'ai beaucoup de CD, mais je me dis, pourquoi avoir... Non, on ne se rend pas compte qu'on est dans un système en automatique. Eh bien, merci le Covid de m'avoir fait rendu compte de cela, parce que moi, je suis en train de vider chez moi. Donc, je suis en train de faire un grand, grand, grand nettoyage. Et je vous invite aussi chez vous à enlever tout ce qui stagne, en fait, des choses que vous utilisez plus depuis un an ou deux, dont vous n'avez pas besoin, ou des vêtements. Essayez d'aller porter ça justement pour le moment chez toutes ces personnes qui ont été atteintes d'inondations, qui ont perdu une partie de leur garde-robe, une partie de leur CD, une partie de leurs livres. Voilà, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. S'il y en a d'entre vous qui ont l'occasion d'être bénévoles, ben peut-être de récolter ça dans des garages, des livres, des CD, des vêtements, et puis après, vraiment aller les porter peut-être à la Croix-Rouge qui distribue, ou de faire des annonces sur Facebook. Voilà, moi je pense que derrière chaque chose négative, il y a une leçon positive à tirer. Et c'est vraiment ça que je vous invite à faire pour la question de l'euthanasie, dont on a parlé tout à l'heure, la question de la mort. La mort, elle doit être la plus belle possible, la plus douce possible, et entouré de gens qu'on aime, mais pas de gens qui vont avoir peur, eux, et qui vont quelque part se dire, oh non, reste, 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 alors que ce reste, 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 c'est leur souffrance à elles. Donc elles vont empêcher la personne de mourir sereinement, parce qu'elles vont vouloir la retenir. Elles n'ont pas envie de cette séparation, parce que cette séparation va d'abord causer à elles cette souffrance. Et ça, souvent, je l'ai vu, tant chez les animaux que chez les humains, ça empêche les personnes de mourir. Et chez les humains, souvent, la personne va mourir quand l'autre va aller aux toilettes, ou quand l'autre va aller manger. Elle va se dire, je peux partir en paix, et je m'en vais. Voilà, ça j'ai souvent rencontré ce problème de retenir les gens. C'est inconscient, mais on les retient parce qu'on se sait que la séparation va nous donner cette énorme souffrance. Voilà, voilà. Donc, tant que vous êtes vivant, ben, essayez d'être heureux avec les gens autour de vous, essayez de faire du bien, essayez d'éviter d'être un petit robot qui ne réfléchit plus et qui est bien content de déposer sa liberté aux pieds des autorités. Les autorités ne sont pas toujours bienveillantes, croyez-moi. On ne sait pas toujours qui est qui et quels sont les buts derrière. C'est pour ça, plus on va être analysé la situation, à avoir un sens critique, plus ben, on va pouvoir créer cette société de demain qui se veut à nouveau être une société où on va plutôt collaborer les uns les autres qu'à jouer, avoir du pouvoir sur l'autre. Donc, on va vraiment aller, voilà, on va s'entraider, on a tous des qualités et on va tous mettre nos qualités au profit de l'autre plutôt que de chercher la domination. Voilà, ben c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Donc retenez que ceux qui ne sont pas dans un état extrême de souffrance physique, ben, quelque part, l'euthanasie, merci. Il y a d'autres cas où c'est nécessaire, comme voilà. Mais si c'est vraiment parce que ma souffrance est psychique et il y a tout le reste de la famille qui est là, ben, ça en fait deux qui vont partir au lieu d'un. Là, je trouve un peu ça dommage. Et surtout, dites-vous bien, moi j'ai eu le cas avec ma maman. Ma maman m'a dit, voilà Marie-France, je te demande de t'occuper de mon euthanasie. Quand on demande ça à quelqu'un, et surtout votre propre mère, eh bien, croyez-moi que ça fait vraiment un choc. Je me suis dit, mais de quel droit est-ce que moi, je vais pouvoir décider de sa vie ou de sa mort? C'est comme si j'étais Dieu qui dit, voilà, toi tu meurs, toi tu vis, toi tu restes.
Je me suis dit: «Mais c'est quoi cette histoire-là?» Ça m'a bouleversée de devoir accomplir ce qu'elle m'a demandé. Heureusement, le médecin a refusé. Mais heureusement parce que ça veut dire c'est moi qui ai fait cette démarche-là. Voilà, et elle n'était pas dans une extrême souffrance. C'est qu'elle ne voulait plus rester, point barre, quoi. Mais c'est voilà, je trouve qu'il y a des choses justement qu'on se rencontre au dernier moment. Au dernier moment, un peu avant de partir, parce que moi j'ai failli mourir et je suis partie et puis bon voilà, comme je suis toujours là. À ce moment-là, on voit défiler comme les pellicules, tout ce qui s'est passé dans sa vie, mais on a aussi des sensations, c'est pas des sensations qu'on connaît, mais aussi, on a une réflexion qui vient et si on ne peut pas avoir cette réflexion au moment de mourir, c'est-à-dire une prise de conscience qu'on n'a pas pu faire toute sa vie, eh bien, il manque cette étape-là, eh bien, c'est rebelote, vous repartez pour essayer de retrouver cette étape-là. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Donc, il faut ne pas confisquer la mort. C'est vraiment. Et alors, je pense encore à Sabine. Sabine, moi, à un moment donné, je travaillais beaucoup au niveau des avortements, donc des petits bébés avortés puisque bon, moi j'ai dû le faire aussi. Et des fois, quand on fait des fausses couches, hein, des fausses couches, en fait, c'est le bébé qui, quelque part, a été avorté dans le corps d'une autre femme. Et ce bébé avorté, son âme est abîmée, elle ne s'est pas montée. Et quelque part, elle va se remettre dans un corps d'une autre femme pour pouvoir se retravailler et pour pouvoir, alors en fausse couche, partir et monter d'elle-même. Il y a aussi tous des processus comme ça avec les fausses couches. Les fausses couches, depuis la 2G, ben, ça fera qu'augmenter. Donc ça, je suis tombée sur un rapport il n'y a pas longtemps, faisant mon tri de papier, juste je suis en train de faire le tri, et c'était un rapport, je me rappelle, de Jean-Marie Dance, qui est un grand spécialiste, je vais dire, des ondes. Et déjà, en l'an 2000, il avait fait tout un rapport en disant que ce n'est pas normal que les gouvernements acceptent qu'on installe la 2G. Je pense que c'était la 2G à cette époque-là, parce qu'on a constaté une croissance dans les fausses couches. Donc il dit il y a des phénomènes qui font qu'il y a une croissance. Et je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui font de fausses couches. Ben forcément, nos gouvernements acceptent la 5G. Donc je vous dis qu'il n'y a pas toujours de bienveillance de la part de nos gouvernements. Il faut un petit peu voir les conséquences et à ce moment-là se dire est-ce qu'ils font bien d'accepter tout ça. Donc voilà, moi je vous laisse réfléchir, je vous laisse vraiment vous tourner vers votre centre, parce que vers votre centre, il y a l'intelligence de la vie, qui n'est pas l'intelligence de la culture dans laquelle vous baignez au vu de tout ce qui nous arrive. Donc reliez-vous là, parce que ce sera vraiment le seul endroit où vous aurez finalement un point de repère, qui est un point de repère qui va vous rassurer, qui va vous permettre de rester bien aligné. Ben voilà, voilà. Je regarde encore s'il y a une petite question dans les commentaires. Alors, Floriane qui me dit, Floriane, dans le début, j'ai tout expliqué. D'après les Indiens et d'après un gourou que j'affectionne beaucoup, on peut ne plus être dans l'humain, mais retomber dans les animaux. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre aussi par là. Donc voilà, c'est pour répondre à ta question, Floriane, j'espère que c'est OK. Mais voilà, s'il n'y a plus d'autres questions, ben je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à notre petit live du jeudi. Et je vous dis doum doum, vous étiez donc avec Marie-France Pierre qui fait vraiment plein de bisous. Voilà, essayez vraiment d'apprécier la vie parce que la vie vaut la peine d'être vécue et nous humains, notre mission première était de protéger la planète. Donc essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour protéger la planète. Et on y arrivera. Il faut très peu de gens, même ne faire qu'Ho'oponopono
tous les soirs. Regardez la vidéo précédente Ho'oponopono. Vous faites Ho'oponopono tous les soirs. Croyez-moi, vous pouvez avoir une action mais hyper puissante pour générer la paix sur notre planète, en commençant par notre ville, notre pays. Je vous invite vraiment à faire des petites choses comme ça, mais régulières. Vous allez voir que ça va changer, ça va vous changer. Et quelque part, vous avez quelques petits points en plus pour après un petit peu passer sur la balance de l'âme, hein, ce que vous avez fait de bien, ce que vous avez fait pas bien, et voilà. Donc, Doum Doum, vous étiez avec Marie-France Pierre, je vous embrasse et je vous dis à très 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 bientôt.